Salut les hobbies, je suis John de Game of War Studio et aujourd'hui je suis accompagné de La Fée Clochette et on va vous faire une petite revue et un unboxing de Blood and Plunder. Alors comme vous le savez, à Game of War Studio, au Centre Bee, et plus particulièrement avec la Fée Clochette, on est assez amoureux des univers de piraterie, des pirates. On a joué à plusieurs jeux. Comme Armada, Briscard aussi, que tu aimes particulièrement. Briscard, on joue encore. Qui est dans un univers pirate, mais beaucoup plus burlesque. Hein. C'est vraiment plutôt bande dessinée que historique. Hein. C'est un univers plutôt fantastique. On se fait des blagues, il y a plein de choses rigolotes à faire dans ce jeu. Et on parlera de Briscard dans une prochaine vidéo. Et moi j'étais un grand amoureux de Legend of the High Seas de Warhammer Historical. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez pratiqué ce jeu là. C'est un système, globalement le système de Warhammer, mais adapté à la période historique de la piraterie, de la genre de la piraterie. Et je cherchais depuis très longtemps un jeu qui reprenait un petit peu cet état d'esprit, c'est-à-dire ce côté historique, assez fidèle à l'histoire et avec des mécaniques assez simples. Hein. Et on est tombé sur Blood and Plunder et je pense que ça va vous plaire. Oui. Pour ce faire, on va vous faire une revue de cette énorme boîte. Clairement, on a été hyper surpris en la recevant parce que c'est fait à la demi-mesure américaine, c'est une énorme boîte avec énormément de matos. Elle est ultra lourde, elle est très grosse, hein, vraiment en volume. C'est assez ahurissant, surtout pour le prix, vous verrez, dans l'unboxing de cette boîte-là. On a eu aussi ce livre-là, donc qui est le livre révisé de règles qu'on va vous présenter aussi brièvement. On va passer très rapidement en revue les règles parce que ça mérite une vidéo complète et une vidéo de jeu, rapport de bataille didactique pour vous expliquer tout ça. Et on va vous montrer aussi dans cette vidéo un unboxing donc en fait d'un Nationality Starter Set. C'est une boîte en fait complète pour commencer à partir d'une nationalité. Donc là ce sont les Amérindiens, mais vous pouvez avoir aussi les Espagnols, les Français, les Hollandais, etc. Avant toute chose, on va introduire rapidement qui est Firelocks Games. Oui, c'est une société qui a été créée à Miami en 2015, en mai 2015 précisément, et qui a donc sorti ce merveilleux jeu. Blood and Plunder, ce sont des fanatiques de la période historique de la piraterie, mais ils ont sorti d'autres jeux avec des systèmes un peu similaires. Il faut savoir qu'ils ont sorti un jeu de bateau à petite échelle, un peu comme Armada, il s'appelle Oak and Iron. Ils ont sorti Blood and Plunder. Ils ont fait un Kickstarter très récemment qui s'appelle Port-Royal, qui a pour objectif de faire, c'est une sorte de Mordheim, mais clairement la plupart des gens qui ont eu la bêta test, qui ont essayé le jeu, qui ont pu se plonger un peu dans l'univers, ont dit que c'était clairement l'héritier de Mordheim. Alors ça m'intéresse énormément vu mon affection pour Mordheim. Oui. On a loupé le Kickstarter à une journée près, c'est dommage. On verra à sa sortie. Donc aujourd'hui on va vous parler de Blood and Plunder, donc un jeu de bataille historique se passant dans l'âge d'or de la piraterie, 17e, début 18e siècle. C'est un jeu historique, donc ça je le dis bien, c'est pas un jeu du tout fantastique, donc vous attendez pas à avoir des trucs exceptionnels, des monstres, des kraken, etc. On n'est pas dans Pirates des Caraïbes, on est vraiment dans un jeu historique. Donc il faut savoir que l'échelle aussi est une échelle dite historique, c'est considéré comme du 28 mm, donc c'est une petite échelle, mais c'est du vrai 28 mm. Donc on verra la comparaison d'échelle des figurines au cours de cette vidéo, notamment durant l'unboxing. C'est un jeu qui va vous permettre de vivre à la fois des affrontements terrestres, des affrontements amphibies, donc des troupes venant de la mer allant sur le sol et vice versa, et des batailles navales. Et c'est ça aussi qui est hyper fun dans ce jeu, c'est de pouvoir jouer comme on vous le montre dans cette... C'est bien, je fais ma muscu en même temps dans cette boîte, de pouvoir jouer des batailles navales, c'est-à-dire de pouvoir vous affronter bateau contre bateau et à grande échelle du coup, et pas forcément avec des petites échelles comme ça existe beaucoup sur le marché. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te motive? Ça te donne envie? Alors, ce qui me motive bien, c'est que comme j'ai déjà joué à Armada, j'aimais bien les batailles en eau. Et là, il y a la possibilité d'aller sur la terre également, donc c'est vraiment plus réaliste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des armées à petit format et après on peut avoir des armées à plus grand format. On peut jouer comme on veut, donc on peut avoir des parties qui sont plus ou moins courtes et plus ou moins simples, et après on peut aller de plus en plus vers la complexité en faisant des batailles massives. Et c'est une dynamique qui me plaît bien, moi. Alors savoir que, donc, quand je vous disais, il y a plusieurs types de scénarios, sur terre, amphibie ou en bataille navale, et vous avez plusieurs formats d'armées, c'est hyper bien fait et on peut jouer avec
avec des tout petites parties, avec très peu de points et ça joue rapidement. Alors j'ai vu certains sur les forums disent entre 45 minutes et 1 heure, mais en moyenne c'est plutôt 1 heure, 1 heure et demie. Et après avec des gros formats c'est jusqu'à 3 heures, voire 4 heures, sur du classique pour de l'historique, hein, on dirait. Mais voilà, c'est hyper intéressant parce que vous pouvez vraiment jouer. Moi j'ai ouvert avant l'heure cette petite boîte là qu'on nous a envoyée en cadeau. Moi j'étais super fan, c'est une petite force, ça va permettre de jouer des Amérindiens hyper rapidement, c'est facile à peindre, bref on va en reparler. Il y a tout plein d'avantages dans le jeu, tout plein de petits trucs sympas, c'est pour ça qu'on décide de vous le faire découvrir. Un dernier point concernant Blood and Plunder, faut savoir que Firelock, la boîte donc américaine qui a développé ce jeu, a fait appel à Benerson Little. Alors c'est peut-être un nom que vous connaissez pour ceux qui sont fans de bataille navale. C'est un écrivain américain, ancien Navy Seals, qui est spécialisé dans l'histoire de la piraterie, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, et c'est le consultant officiel pour les jeux de Firelock et notamment Blood and Plunder, pour la véracité, pour coller à la véracité historique. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment bien pour un jeu historique. Il faut savoir que la communauté sont assez dit accurate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont assez précis sur quel équipage, quel personnage avec quel type d'équipage, comment était fait le bateau par rapport aux recherches historiques, les témoignages, les gravures, enfin bref tout ce qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment un jeu avec cette dimension historique, d'accord? Il faut vraiment se dire, alors, que c'est quelque chose qui est fait pour jouer dans la réalité de l'histoire et encore une fois pas trop dans la fantasy. Donc faut partir dans cette idée là si vous jouez à ce jeu là. Bien entendu rien ne vous empêche de vous accaparer le jeu puis de jouer à la Pirate des Caraïbes, il fait venir un Kraken et avoir un David Jones et un Black Pearl sur la table, mais de base sachez que ce n'est pas prévu pour, c'est vraiment fait pour jouer, revivre en fait ces batailles historiques, ces grands moments historiques de l'âge d'or de la piraterie. À présent on vous propose de faire l'unboxing donc de cette grosse boîte là puis cette boîte là et à la fin donc de découvrir le livre de règles révisé. Vous allez voir, c'est du super matos pour le prix. Alors cette boîte là en dollars coûte 145 $, ce qui fait à peu près 130 € actuellement, donc on est en juillet 2024. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un starter qui est 2 joueurs, donc c'est-à-dire que vous commencez avec d'un côté Black Teach, donc Barbe Noire face à Ménard qui était d'ailleurs l'exécutant de Black Teach, c'est-à-dire qu'il l'a tué, qui a été dépêché pour l'assassiner parce qu'il créait trop de problèmes. Donc c'est fait pour revivre plus ou moins ces batailles navales là de cette époque. La boîte est vraiment extrêmement bien faite, vous allez voir, et elle est extrêmement grosse comme vous pouvez le voir, elle est lourde, elle pèse son poids. Et donc en fait à l'intérieur vous avez quoi? Vous avez une map papier, enfin une boîte intelligente, parce qu'aujourd'hui de manière générale les maps sont retirées des boîtes, il faut les acheter à part. C'est très con qu'on ait un starter de joueur pour jouer. Vous avez en fait un bateau, ça c'est génial. Le prix de revient de la boîte en fait est exceptionnel parce que quand vous mettez tout dans votre panier séparé, vous en avez pour 250 balles. Donc c'est une boîte qui est hyper intéressante pour démarrer. Même si vous jouez pas forcément ces deux personnages là, pour vraiment récupérer les bateaux, les équipages et tout le matériel de base. Surtout vous avez aussi le livre de règles dedans. Donc c'est hyper pratique. Donc là du coup vous avez tout ce contenu à l'intérieur, mais on va regarder, ça sera plus simple. On va ouvrir cette boîte ensemble. Alors quand je disais la démesure à l'américaine, c'est aussi la qualité à l'américaine, enfin tout est fait, voilà. Là vous avez des socles, ils fournissent les socles, ce sont des socles qui sont directement gravés en bois, façon bois, comme ce que vous pouvez avoir ici, ce que j'ai imprimé ici en 3D en légèrement plus grand. C'est des socles qui sont tout petits, c'est des socles qui font 20 mm, donc 2 cm. Moi je les ai mis en 25. La taille du socle est vachement importante parce que c'est ce qui va vous permettre de mettre le nombre réel de figurines sur les ponts des bateaux. Donc c'est pour ça que ce sont des petits socles là. Parce que ce jeu là joue avec une forme de réalité, donc vous avez un certain nombre de personnes en équipage sur le bateau et c'est important qu'elles puissent tous tenir sur le pont du bateau, et j'ai jusqu'à 25 mm ça passe, au-delà ça passe pas du tout. Donc j'ai mis moi des personnages sur les socles de 25 et je mettrai les personnages classiques sur des socles de 20. Hop là, donc là des socles. Ensuite vous avez ici la grappe des personnages, donc Ménard et Black Teach. Je vais faire un gros plan dessus pour vous montrer la qualité du plastique. Honnêtement c'est un très bon plastique. Après la gravure elle n'est pas exceptionnelle non plus, c'est à dire que vous n'avez pas du détail comme on peut avoir sur des figurines de games. C'est du multipart, alors là pour les personnages vous n'avez pas normalement le choix de positionnement, mais vous allez voir pour les autres figurines c'est du multipart, un petit peu comme on avait anciennement dans Games pour Mordheim par exemple. Ça vous permet en fait de convertir vos figurines très facilement. Je vous fais un gros plan dessus tout de suite pour vous montrer la
qualité. Vous voyez la qualité du plastique. Donc là encore une fois ce sont les deux persos. La gravure comme je vous disais c'est fin mais c'est pas extrêmement fin non plus. C'est correct. On n'est pas dans de la super figurine. Attention, je dis pas que c'est de la mauvaise qualité, hein. Je dis que c'est de la bonne qualité, mais en termes de gravure on n'est pas dans le top de ce qui se fait aujourd'hui. Pour autant ça reste très correct pour de l'historique. Il y a quand même pas mal de petits détails. Regardez ici, on voit vraiment les détails de la veste, les boutons, la ceinture, les armes. Alors, je vous avais dit, hein, c'est du vrai 28 mm historique. Vous avez vu la taille de l'épée, c'est tout petit, hein. On n'est pas du tout sur des trucs démesurés à la Game Workshop. Donc là on n'est pas dans une échelle fantastique, on est vraiment dans l'échelle historique. Alors toi la fée Clochette, qu'est-ce que t'en penses? Moi je trouve que c'est tout à fait correct pour des figurines. Ça va être agréable à peindre. On voit exactement les délimitations au niveau de la figurine pour tous les accessoires, donc il n'y a aucun problème pour peindre ce genre de figurine. Toc, allez on passe à la suite. Donc là on va ouvrir en fait, là chaque boîte représente un équipage. Donc vous avez deux boîtes, deux équipages, vous avez un bateau, l'équipage, etc. à l'intérieur. Donc quand je dis deux équipages, c'est que vous avez en fait tout ce qu'il faut pour monter un sloop. Donc c'est un monoma, c'est un bateau monoma, un sloop hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là vous avez le bateau en lui-même, vous voyez le détail, c'est du plastique très épais, vraiment costaud, hein. Franchement la camelote est vraiment bonne. Vous avez les petits détails des planches et tout, c'est super joli. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, j'aime bien. Donc vous avez la possibilité de monter en fait deux types de sloops différents, historiques hein, bien sûr, et du coup d'avoir deux bateaux différents. Cette boîte là est très bien pour deux joueurs du coup, parce que vous avez vraiment, c'est un vrai starter deux joueurs, vous avez vraiment deux équipages, deux bateaux, vous avez vraiment de quoi commencer la partie, vous avez les cartes qu'il faut, etc. Et à la fois c'est aussi une très bonne boîte pour commencer tout seul, parce que si vous voulez vous faire une flotte de plusieurs sloops avec plusieurs équipages, vous pouvez la prendre, vous retirez juste ces personnages principaux et vous les remplacez par un autre héros, et c'est génial quoi. Donc là... La manière de faire les figurines et là le bateau c'est très précis, hein. C'est vraiment quand même de la bonne qualité. C'est hyper détaillé, si tu regardes bien ici la figure de proue là c'est une sirène, tu vois, on voit tous les détails de la queue de poisson avec les écailles etc. Oui, et le bois, on voit les nœuds de bois, on voit, c'est vraiment beau. C'est bien fait, hein, c'est vraiment chouette. Et après ici, donc là, c'est encore les pièces, bon, c'est pour les sabords, donc pour les canons, vous avez les canons, etc. et tout. Et après, vous avez les deux équipages, je vais vous faire un gros plan dessus. Donc voilà, là vous avez l'équipage d'un bateau, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vous avez 12 figurines, donc ça fait 3 groupes de 4 hein, à cette échelle là. Vous verrez là comment on forme une unité, on forme une armée. Il y a un système bien particulier mais qui est très simple en fait et qui est assez permissif au final. Donc là vous avez 3 groupes d'hommes de main de 4 figurines plus le héros. Donc c'est vraiment pour commencer à petite échelle et donc vous jouez sur un sloop, donc le sloop, toi t'aimes bien le sloop hein? Ouais mais je trouve ça surprenant en fait parce que j'ai peint les bateaux pour Armada et c'était beaucoup moins détaillé au niveau du bois de cette matière et au niveau des délimitations des cales aussi. Bon voilà, c'était une plus petite échelle. C'est une plus petite échelle, c'est vrai que là cette échelle là... Quand on peint en grand c'est différent, c'est comme nous sur le studio on aime bien les grandes figurines, c'est sûr que ça... C'est vrai que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, oui. C'est vrai que là sur du 28 mm historique il y a vraiment de quoi se faire plaisir, on voit vraiment bien les détails des ponts, des caillebotis. Encore une fois sur la figure de proue, moi c'est figure de proue qui m'a étonné, c'est vraiment propre hein. Donc ouais, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Et ce qui me sous-pèse le plastique, regarde le plastique, c'est du plastique qui vraiment, il est lourd en fait, il y a vraiment du poids, donc c'est pour vous dire un peu, voilà, c'est pas du plastique de gnangnan, c'est vraiment de la très bonne qualité de plastique. Alors pour revenir sur l'équipage, comme je vous disais, c'est du multipart, c'est-à-dire que vous voyez bien ici que vous avez un corps et après vous avez des bras, des têtes, des armes, etc. et vous les équipez un peu comme vous voulez. Et ça c'est assez cool, ça permet d'avoir quand même une certaine liberté en modélisme et pas avoir toutes les figurines figées de la même manière. Moi je trouve ça vraiment sympa. Alors on va pas ouvrir l'autre boîte d'équipage parce qu'en fait c'est strictement la même chose dans l'autre boîte, donc il n'y a pas besoin d'ouvrir la deuxième, c'est la même chose. Par contre, on va aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte parce qu'elle est pleine de matos. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? Eh bien, on trouve le livre de règles. Alors, quelle différence il y a entre ce livre de règles et l'autre livre qu'on a révisé? C'est tout simplement que l'autre livre a inclus les dernières informations comme le combat d'artillerie, les fortifications, etc. Et que celui-ci, en fait, ne l'a pas, sauf erreur de ma part, je vais regarder, mais ne l'a pas.
Non, voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est juste qu'en fait, le livre de la boîte est toujours valable. Simplement, toutes les nouvelles règles qui ont été ajoutées dans les extensions ne sont pas dans ce livre-là, contrairement au livre révisé. Donc il est jouable, parfaitement jouable, il n'y a pas de problème là-dessus. Et si vous voulez ajouter les règles révisées, il suffit d'aller sur le site de Firelock et de les télécharger en PDF. Tout est gratuit. Donc vous pouvez avoir les extensions gratuitement, enfin les règles des extensions gratuitement. Et le PDF de toute façon du livre de règles est aussi achetable. Donc je crois que c'est 15 $, un truc comme ça, sur le site. Donc ça on verra ça plus tard. Donc vous avez une map à l'intérieur. Et ça c'est une map recto verso. Alors c'est pas du papier tout fin. Tu vas voir, tu vas être surpris par le papier. Donc on a l'eau. Là de ce côté là, donc on a la partie eau. Bon c'est brillant donc pour les tournages, voilà. Puis après il faut aimer les côtés papier. Je vous cache pas que nous on a acquis une map en néoprène pour jouer. Et de l'autre côté vous avez une partie terrestre avec des petits chemins, etc. Pour représenter les intérieurs des îles, etc. Ça c'est cool, c'est bien pensé. La carte fait 90 par 90, c'est la taille de base. Après si vous avez 1m20 par 1m20, 180 par 1m20, bref les tailles classiques. Là on est sur du 90 par 90. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Alors, ils sont intelligents chez Firelock. Combien même c'est simple à monter, ils nous ont mis les plans, les instructions avec les différentes pièces à l'intérieur, une simple petite feuille imprimée. Et ça c'est ce qu'on reproche à pas mal d'autres boîtes qui laissent vous démerder à les télécharger, à les chercher à droite, à gauche sur des vidéos YouTube, etc. Là c'est mis à l'intérieur, vous avez le plan par exemple ici pour monter le sloop, vous avez un plan complet. Et ça c'est vraiment cool, c'est intelligent, c'est simple, ça coûte pas si cher que ça. Alors on va vous dire oui le papier est l'encre machin etc. Non, franchement ça coûte pas si cher que ça aujourd'hui d'imprimer 3 feuilles pour qu'on ait la base pour monter nos figurines. Alors ça c'est pratique, il y a des petits compartiments pour ranger les cartes et les dés. Et ouais c'est vachement bien pensé, vous avez vu à l'intérieur de la boîte en fait grosso modo, en fait vous pouvez garder cette boîte et ranger les choses telles quelles. Alors je sais pas si par contre une fois que les bateaux sont montés, peut-être pas coller les mâts, les démater, oui. Je sais pas si ça tient tout à l'intérieur mais en tout cas c'est fait pour ranger le matos, garder la boîte et ranger le matos. Donc ensuite vous avez donc les deux types de sloops que vous pouvez monter. Donc un Balandra et un Bermuda sloop. Donc ça c'est les cartes en fait des bateaux et vous verrez dans le livre c'est très bien expliqué, très bien détaillé sur comment ça fonctionne. Donc là vous avez les deux cartes des bateaux et vous pouvez monter soit si vous jouez Black Teach contre Maynard, mais du coup vous allez jouer chaque type de sloop, mais vous pouvez très bien monter si vous gardez la boîte pour vous tout seul, deux Bermuda ou deux Balandra, c'est voilà au choix quoi. Ensuite vous avez les cartes des personnages à proprement parler. Alors à savoir que les cartes des personnages c'est les seules qui sont comme ça, parce qu'après les cartes d'unité c'est différent. Et quand vous composez votre unité, vous choisissez un leader et après vous allez prendre vos unités classiques et ça va vous permettre de débloquer en fait des caractéristiques sur votre faction. Et ça c'est hyper intéressant et ça vous dit par exemple ici vous voyez donc le nombre de points etc. Et ça vous dit le type de bande qui peut monter, guidé et Golden Age Pirate et Blackbird Men, donc les hommes de barbe noire et n'importe quel type de pirate de l'âge d'or. Et pour Maynard il y a écrit peut l'idée donc les British Royal Navy, donc il peut l'idée donc la British Royal Navy, donc la marine anglaise, et les Minard Pirate Hunter, donc ça c'est quand il était Maynard, quand il était chevalier et détaché pour faire de la chasse aux pirates. Voilà, ça vous dit à chaque fois quel type de faction vous pouvez prendre et quel type donc de figurines vous allez pouvoir piocher. Ensuite, vous avez un ensemble de tokens, ça joue avec des tokens, et vous avez aussi les gabarits pour les déplacements, pour voilà, ça c'est les réglettes pour mesurer, ça c'est les déplacements donc pour naviguer. Vous avez tout un tas de tokens à l'intérieur. Alors d'emblée, je vous dis, c'est un carton qui est assez épais. On est sur une qualité, vous voyez, c'est très épais, c'est propre, c'est bien dessiné. Après, il n'y a pas de fantaisie, vous avez vu, c'est du noir classique. Voilà, il n'y a rien de particulier. C'est très propre, c'est classe. Voilà, c'est propre. Et si vous êtes pointilleux comme moi, vous passez un coup de peinture noire ici, un petit coup de vernis pour finir le truc, et c'est voilà, c'est propre. Bref, vous avez donc une planche de token comme ça complète pour jouer. Vous avez une deuxième planche ici de décors, donc recto verso, donc des bosquets et de l'autre côté des récifs. Et donc ça c'est pareil, ça vous permet de jouer tout de suite en fait sans avoir à fabriquer ou acheter des décors. Ça c'est plutôt cool. Franchement c'est bien pensé aussi. Enfin vous avez des dés ici avec le petit symbole de pirate. Ce sont des dés de 10. Ce sont des dés de 10 effectivement.
on joue avec des dés 10 à Blood and Plunder. Donc vous avez ici donc des dés noirs avec des pirates. Vous avez suffisamment de dés pour vous les partager à deux aussi. Ça, si c'est bien pensé, on n'a pas juste 4 dés dans le truc, il faut vous les prêter pendant la partie. Moi j'aime bien le petit symbole pirate, bon classique, il n'y a rien d'exceptionnel sur ces dés, mais c'est propre, franchement ils sont propres. Et vous avez ici les sets de cartes qui sont des sets d'activation. C'est vraiment la particularité de Blood and Plunder, c'est qu'il y a un système d'activation particulier qui se fait avec des cartes qu'on va tirer et chaque valeur de carte, donc pique, cœur, carreau pardon, et trèfle, ont une valeur supérieure les unes aux autres et que ça vous permet d'activer votre unité en avant ou pas. Il y a un jeu de bluff un peu, il y a un main game à faire autour de ça. Et sur les cartes, vous allez voir, on va les ouvrir, vous avez aussi des valeurs d'activation même, c'est-à-dire au sein des unités, en fonction qu'elles sont, comment dire, vétérans, débutantes, expérimentées, vous allez avoir des valeurs qui vont vous permettre de faire plus ou moins certaines actions. Donc ici vous voyez je suis sur un 11 de pique, vous allez voir ici que par exemple les unités non expérimentées ont une seule activation, les unités entraînées ont une activation, les vétérans ont 2 activations, mais le pique vous permet de jouer en premier. Alors que là ici sur le cœur, vous allez voir que là les entraînés vont avoir 2 activations, les vétérans 2, les expérimentés une seule. Et hop, on va essayer de trouver une trèfle. Hop là, c'est un jeu de cartes pipé. Il n'y a pas de trèfle, là, voilà. Le trèfle, vous allez voir, vous avez vu, il y a plus d'activation sur le trèfle. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez tirer un trèfle, vous allez avoir un trèfle, vous n'allez pas jouer un premier, mais par contre, ça va vous permettre de compenser en ayant plus d'activation pour répondre à ce que va faire votre adversaire. Donc, il y a vraiment un mind game un petit peu particulier. C'est un petit peu, ça me fait penser un peu aussi à Wild West Exodus, un peu dans le fonctionnement avec le jeu de cartes, le côté bluff. Moi, j'aime bien retrouver l'idée d'utiliser des cartes pour l'activation. Ça change par rapport à l'initiative ou du lancer de dés, c'est un peu cool. Il y a donc encore une fois, il y a un main game, il y a une stratégie à développer autour de ces cartes-là, et pour moi, c'est un des éléments qui fait le sel du jeu. Tu peux montrer les cartes anglaises, hein, s'il te plaît? Donc là vous allez voir les cartes anglaises, en fait c'est exactement la même chose, hein, d'accord, c'est qu'il n'y a rien, en fait c'est un jeu de cartes classique, vous pouvez même jouer vous avec un jeu de cartes classique, il y a une référence, il y a un tableau dans le livre de règles qui va vous dire finalement pour telle valeur vous avez tel type d'activation, etc. Donc il y a possibilité de jouer avec un jeu de cartes classique. Si vous trouvez des jolis jeux de cartes pirates, on en a trouvé un, on vous montrera ça dans une autre vidéo. Donc voilà, donc ici vous avez les côtés Black Teach et de l'autre côté vous avez la marine anglaise. Voilà, voilà. Alors je crois qu'on a terminé l'unboxing, plus rien à l'intérieur, on vérifie des fois, quelque chose soit caché en dessous. C'est terminé, pour ça on va passer à la revue du livre de règles. Donc on va parler un petit peu du bouquin de règles, à savoir qu'on a eu aussi la version révisée, donc la version que vous avez dans la boîte de base, le starter, c'est une soft cover. C'est un livre qui fait, je vais vous dire le nombre de pages précis, qui fait 163 pages, celui-ci, et le révisé fait, comme ça on va pouvoir comparer tout de suite à chaud, 166, 68, 171 pages. Voilà, donc il n'y a pas énormément de pages ajoutées, et encore une fois, les pages qui ont été ajoutées dans ce livre-là sont téléchargeables en PDF sur le site de Firelock Games. Tous les liens sont dans la description. Donc on va regarder un petit peu ce bouquin, on va regarder les deux couvertures. Derrière c'est strictement la même, hein. La quatrième de couverture c'est exactement la même chose, hein. C'est une fortification qui est attaquée. Et je trouve que les décors dans cet univers, et qui plus est dans cette édition de jeu, donc dans Blood and Plunder, sont absolument magnifiques. On va regarder le bouquin ensemble. C'est parti. Magnifique couverture, donc ici Black Teach contre Ménard. Ménard est le pourfendeur de pirates, et c'est lui qui a eu la tête d'ailleurs de Black Teach, qui a arrêté en fait ses sévices dans les mers des Caraïbes. À l'intérieur vous avez une carte, une reprise de carte historique mais après qui a été remodernisée, et donc le Spanish Main c'est le territoire dit espagnol. Pourquoi? Parce qu'en fait les Français et les Anglais étaient beaucoup en bataille à l'époque face aux Espagnols qui avaient pris une grosse part du territoire, hein, suite aux conquêtes de colons notamment. C'est pour ça que vous avez beaucoup de noms, Porto Rico, Hispaniola, etc. Tortuga qui est ici pour ceux que ça intéresse. Et du coup Port-Royal ici, donc avec la Jamaïque, donc pour ça qu'il y a beaucoup de noms hispaniques en fait dedans, c'est pour ça qu'on appelle ça Spanish Men. Ensuite vous avez
Donc une petite présentation à l'intérieur donc du livre de règles avec une boussole. Alors petit défaut, vous verrez qu'il y a dans les bouquins, un peu embêtant. C'est un peu flou en fait. Des photos floues. Ouais, c'est que là c'est le petit point critique, c'est que les photos sont floues à l'intérieur du bouquin. C'est dommage, c'est franchement dommage pour un bon bouquin parce qu'il est de très très bonne qualité. On voit ici le sommaire, donc vous avez vu, donc vous avez un certain nombre c'est très bien réparti. Donc vous avez au départ de l'historique pour rappeler un petit peu le cadre historique, l'introduction sur le système de jeu. Ensuite vous avez les bases essentielles de jeu, d'accord. Les bases essentielles de jeu, ça va de page 30 à 33. Donc c'est pour vous dire que c'est rapide et c'est facile à prendre en main. Par contre, ce qui va faire la difficulté du jeu, de ce jeu historique, c'est la profondeur des possibilités même du jeu quand on va jouer par exemple en amphibie ou quand on va jouer en naval. Le naval apporte énormément de profondeur et de règles supplémentaires, l'artillerie aussi. Donc le système de jeu très facile à prendre en main, et après pour prendre en main tout le reste du système de jeu, il va vous falloir quand même 4-5 parties pour bien maîtriser. Je parle de maîtriser, je parle pas jouer et vous amuser, je parle maîtriser. Et à partir du moment où ça va être maîtrisé, après ça va rouler, c'est tout le temps les mêmes mécaniques. Vous allez voir, les armées ont exactement toutes quasiment les mêmes profils à quelque chose près. Ils ont des mots-clés, c'est tous ces mots clés qui sont communs à toutes les armées, donc c'est pas compliqué. Si vous avez un mot-clé dans une armée, vous le trouvez ailleurs, vous savez ce que c'est, donc il n'y a pas de problème. Il y a une règle spéciale, des règles spéciales selon les armées qui sont au départ donc sur la carte et qui vous permet en fait de porter un peu de piment et de jouer une armée de manière un peu différente. Par exemple, vous allez avoir des Anglais qui sont très bien entraînés, les pirates sont plus ou moins bordéliques, enfin voilà, vous allez avoir en fait mais plus agressifs au corps à corps. Mais donc vous allez avoir en fait des spécificités d'armée avec une règle ou deux, trois spéciales, et après c'est tout. Après tous les mots clés sont systématiquement les mêmes, donc c'est pas compliqué à prendre en main là-dessus. Donc vous avez les essentiels de jeu. Ensuite vous avez donc les systèmes d'activation avec le système des cartes, donc 38 à 43, les règles de combat, donc 46 à 54. C'est important, c'est un jeu qui fait la belle part au combat, à l'assaut. Donc vous avez du tir bien entendu, vous pouvez faire énormément de dégâts avec l'artillerie, mais c'est au combat que ça se joue, c'est l'essence et le piment du jeu se joue au combat. Ensuite vous avez les règles des terrains, beaucoup d'interactions liées au terrain et au type de terrain. Après vous allez avoir les règles d'artillerie, ensuite vous avez les règles de bateau. Alors règles de bateau, page 80 jusqu'à 92, vous avez 12 pages de règles de bateau, de navigation. C'est plus que les règles essentielles, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui apporte le plus de profondeur. Après comment créer une force, ça on va regarder aujourd'hui, si on va pas rentrer dans le détail des règles, on va regarder ça aujourd'hui quand je vais d'ailleurs ouvrir la deuxième petite boîte, cette boîte là d'Amérindien, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et ensuite les règles spéciales, les armes spéciales et l'équipement. Et après vous avez tout ce qui est scénario, etc. Il y a un index à la fin, pardon, qui vous permet de retrouver chaque mot-clé. Et ça c'est hyper bien foutu. Alors la première chose que je me suis dit quand j'ai lu l'intégralité des règles pour tester le jeu, je me suis dit waouh, c'est un index de fou, c'est hyper compliqué parce qu'on a 4 pages d'index. Et en fait non, c'est hyper intelligent. Pourquoi c'est hyper intelligent? Parce que dès que vous allez chercher quelque chose de précis, tout est dans l'index. Les mots-clés, des mots que vous allez poser, voilà, activation, une carte joker, vous allez carte d'activation joker, pour vous tomber dessus directement. Le moindre petit mot en fait que vous allez pouvoir avoir qui est lié à ce domaine de jeu, donc au jeu, vous posez la question, vous allez dans l'index, vous cherchez, tiens, j'ai un problème avec l'artillerie et tel type de canon, vous trouvez le nom du canon, toc, ça vous envoie à la bonne page. Donc ça c'est hyper bien, surtout quand on est dans un jeu historique et avec une certaine densité, c'est bien foutu. Franchement on aurait eu un truc comme ça pour The Old World, ça aurait été nickel, ça aurait été moins foutoir. Game Workshop doivent apprendre un peu des autres boîtes, hein, en toute humilité. Magnifique décor, encore une fois, vous avez vu, c'est quand même super chouette de jouer sur des tables comme ça. Alors nous on a des maps en néoprène et tout, mais on prépare aussi des grandes tables comme avec ça en 3D avec des décors et autres, avec de la résine. Ça change la donne quand même avec le petit pont là. C'est magnifique. Hein. Voilà, se frayer entre les rochers pour avancer, c'est génial. C'est absolument magnifique. Et si vous allez sur les sites d'impression 3D, type Yegi, 3D Cult, etc., vous allez voir, il y a pas mal de gars qui ont fait des pièces adaptées donc à cette échelle pour modifier des choses sur les bateaux, des petits ponts suspendus, des barils, etc. Directement en plus fait pour Blood and Plunder. Vous tapez Blood and Plunder dans ces moteurs de recherche et vous allez tomber dessus. Vous avez encore des gabarits ici, c'est ce que vous retrouvez dans la boîte de base, donc pas d'inquiétude, vous les avez en carton si vous avez la boîte de base. Sinon, il vous suffit de photocopier ça et de l'imprimer ou
de l'imprimante 3D parce qu'ils sont aussi disponibles en 3D sur les sites que j'ai nommés précédemment. Alors on va passer rapidement le bouquin en revue. Alors l'idée c'est pas de faire une explication de règles dans cette vidéo, ça va prendre beaucoup trop de temps et j'ai pas envie d'alourdir la vidéo, je veux que ça reste un unboxing, une petite revue rapide. Donc on va tourner un petit peu les pages. Donc un petit peu d'historique, donc la période historique de l'âge d'or de la piraterie. Encore une fois il y a eu un consultant historique, hein, Bennerson Little, qui s'est penché dessus, donc la véracité, l'exactitude historique est là. Puis quand on a un petit peu de base, qu'on a l'habitude de certaines publications historiques ou autres, on voit tout de suite que c'est quand même assez accurate comme disent les Américains et les Anglais. Donc ça commence en 1655, cette période là, un tout petit peu avant pour le début, et ça se termine en... Alors c'est 1800 quelque chose. Hop là. Et non, eux ils se terminent en 1718. Voilà. Mais normalement ça se termine voilà, fin 18e siècle, c'est là que ça se termine. Et après on rentre justement dans une autre ère, de notre époque. Donc là vous voyez les photos, ce qu'on vous disait c'est que c'est joli, il y a des jolies illustrations, des jolies photos, mais les photos sont un peu flou, donc ça c'est dommage. Là vous voyez on a une jolie, vraiment une jolie photo de débarquement. Bon, là on imagine toute cette bande qui débarquent sur leur île pour aller chercher leur litre de rhum. Ouais, et ce qui est intéressant avec ces figurines, c'est que elles sont très dynamiques tant dans leur posture que dans l'expression des visages. On voit toujours qu'il y a de l'action. En fait, c'est vraiment un jeu avec une action constante. Il y a une âme, c'est assez immersif effectivement dans les figurines. Bon là, ça me donne juste envie d'aller me baigner. Mais vous voyez là, c'est vraiment des mises en ambiance qui parlent à l'imaginaire et à la fois aux fans de piraterie. Petite mention spéciale sur ces pièces-là. Je ferai une vidéo spéciale sur tout plein de petits trucs qu'on peut acheter à droite à gauche pour pas cher. Donc, grosso modo, je me suis fait un panier pour 10 balles sur un site particulier et j'ai acquis des jeux de cartes, des pièces, différents trucs qui vont me servir de token pour le jeu. Et je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Hop là, donc là combat sur terre, sur la map en papier d'ailleurs, avec des petites maisonnettes, donc un petit village espagnol, avec la petite église forcément, vous voyez un petit peu, c'est très bien illustré, vous avez beaucoup de, là c'est pour la cohésion d'unité, vous avez un gabarit de cohésion d'unité, il faut que vos figurines soient toutes en cohésion et à l'intérieur de ce gabarit c'est hyper pratique. Toutes les pages sont bien illustrées, vous avez des petits schémas, des photos, c'est quand même, les règles sont relativement bien écrites, pour le moment elles n'existent qu'en anglais. Ouais, c'est le petit bémol pour moi parce que sans mon cher mari, je ne pourrais pas jouer à ce jeu, je suis pas assez bonne en anglais. Alors il faut que ce jeu plaise à beaucoup de monde, comme ça on peut espérer à long terme peut-être avoir une version française. Voilà, donc on va en reparler à la fin, pour l'instant c'est qu'en anglais, mais voilà, mais il y a un mais, j'en parlerai à la fin de cette vidéo. L'anglais est accessible, alors pour moi bien évidemment ça me paraît plus qu'accessible, mais voilà, si vous avez bien suivi l'anglais jusqu'en seconde, il n'y aura pas de difficulté. C'est très bien écrit, bien expliqué, il n'y a pas de vocabulaire hyper compliqué, mis à part le vocabulaire spécifique à la marine, à la bataille navale, mais c'est pas compliqué. Là vous avez les explications sur les différentes cartes, c'est hyper bien fait. Il y a un système de fatigue particulier qui est un peu proche de Star Wars Légion ou de jeux dans ce type là, vous allez voir qui est vraiment particulier, mais j'expliquerai ça dans une revue sur les règles détaillées. Les photos, alors ce que je vous disais, voilà, regardez, c'est flou en fait. C'est dommage parce que les photos sont floues et dans un bouquin de cette qualité, c'est pareil dans l'autre bouquin, il n'y a pas de différence dans l'édition révisée. Dans un bouquin de cette qualité, on aurait aimé avoir des photos un peu plus nettes, quoi. Donc c'est dommage, alors, sauf si c'est un style recherché parce que la peinture finalement elle n'est pas si belle que ça. Mais je trouve que c'est pas top en fait. Super, hein. Hop, on va passer. Toc. On va aller directement, donc là vous avez la bataille navale, les règles de bataille navale, les règles d'artillerie derrière, et on va aller directement sur la conception des listes, parce que je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, donc vous avez dans le bouquin à la fin, vous avez comment créer une force. Donc page 94, vous avez comment créer une force, et ça c'est hyper
hyper intéressant quand on va se lancer dans un jeu. On va se demander tout de suite comment on monte une unité. Et c'est moi d'ailleurs un des tout premiers trucs que j'ai regardé à l'époque où je m'intéressais au jeu. Donc en fait les parties idéales de débutants se font à 100 points. Donc le jeu se joue entre 100 et 140 points. Donc les parties de base c'est à 100 points. C'est ce qui va vous permettre en fait de jouer autour d'une heure. Il y en a certains qui disent 45 minutes. Moi j'ai vu en moyenne 1 heure, 1 heure et demie. Après c'est parce qu'on débute. Ensuite 200 points c'est 2 heures. 400 points c'est une après-midi ou une soirée. Voilà. Et ils disent que le jeu n'est pas conçu de base pour jouer à plus de 400 points. C'est-à-dire qu'ils sont conscients que jouer à plus de 400 points ça risque d'alourdir en fait le jeu, le système de jeu, et que c'est pas forcément fait pour jouer à cette échelle là. C'est un jeu plus d'escarmouche que de bataille à proprement parler. On n'est pas là pour jouer dans le massif, on est vraiment joué pour jouer dans l'escarmouche. Il faudra sélectionner, pour commencer, sélectionner un commandant. Par exemple, vous prenez un Black Teach, donc ici c'est le Black Teach de Foundry. Il faut choisir un commandant, sa carte de commandant. Ça va déterminer le type de faction que vous avez le droit de jouer, et donc ensuite vous allez pouvoir déterminer le type d'unité, le nombre d'unités de figurines que vous allez avoir. Et là il y a un système qui est simple. Par tranche de 100 points vous avez droit entre 3 et 8 figurines par unité. Donc par exemple là si je vais prendre ça, je vous vite fait cette boîte là pour vous la montrer. C'est la boîte avec les Amérindiens dedans, donc les Caraïbes, les Indiens Caraïbes. D'ailleurs dommage qu'on n'ait pas eu les Arawaks, parce qu'officiellement les Arawaks n'avaient pas encore disparu à cette époque là. Donc là vous avez des petits starters, vous avez vu là c'est de la figurine qui est directement montée sur leur socle. Ça c'est super. Ah, ça c'est génial, il n'y a rien à monter. Modifier, si vraiment on veut modifier. Exactement. Alors moi je vais les décoller des socles, c'est du monobloc, je vais décoller des socles. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est des socles en bois de pont de bateau, et je trouve ça très con d'avoir des Indiens sur des socles en bois, donc je vais les modifier en mettant du sable, etc. et tout. Donc là par exemple vous avez des unités, ouais, les unités sont déjà toutes faites. D'accord, vous avez 4, et là forcément il y en aura une de plus, il y aura 5 parce qu'il y a un leader dedans. Et en fait grosso modo comment ça fonctionne, vous avez votre carte de leader, donc le leader à proprement parler à avoir, et après vous ajoutez les différentes unités en fonction du format auquel vous jouez. Par exemple si on joue en 100 points, du coup on a le droit entre 3 et 8 figurines par unité. Donc là eux ils ont choisi un format de 4, mais on pourrait modifier le groupement, et on peut choisir différents types d'unités. Et dans l'armée que vous allez choisir, donc après quand vous augmentez le nombre de points, par exemple si vous jouez à 200 points, par tranche de 100 points on ajoute le minimum de 1 et le maximum de 4. Ça veut dire par exemple à 200 points vous pourrez jouer 4 figurines minimum dans l'unité, et vous pourrez en jouer 12 maximum dans une unité, dans un groupe. Voilà, et puis ainsi de suite. Et donc après quand vous allez sélectionner votre unité, vous avez des unités qui sont considérées core unit, donc des unités de corps, donc de base, et vous allez avoir des unités qui sont considérées comme support unit. Et c'est pas compliqué, il vous faudra 2 unités de corps pour pouvoir ajouter une unité de support. C'est tout, il n'y a aucune autre restriction dans la construction des armées. Donc si je choisis des unités, 2 unités de Young Warrior, alors, en bas, il y a écrit support 2 points, les unités qui peuvent supporter cette unité de base. Il y a écrit Warrior, Warrior Archer ou Warrior Musketeer. Et c'est ce qu'on a juste derrière. C'est-à-dire que pour 2 unités de Young Warrior, donc amérindien, je pourrais choisir une unité au choix, donc d'indiens avec des mousquets, d'indiens avec des arcs ou d'indiens guerriers. Voilà. Et si je rajoute 2 de plus, je pourrais choisir une de plus. Donc c'est vraiment pas compliqué. Votre leader qui a une carte spécifique, plus après ce fonctionnement-là pour créer les unités, c'est pas du tout compliqué. Petit mot rapide sur ces figurines là, encore une fois c'est du monobloc, elles sont collées directement sur leur socle. Et elles sont assez fines. C'est très fin, voilà, au niveau de la qualité. Vous les verrez bientôt parce que je vais faire de la peinture dessus, peut-être même un live ou une autre vidéo dessus. Je vais les monter assez rapidement pour les jouer très rapidement. Donc voilà pour la composition d'armée, vous avez vu que c'est pas compliqué. Et un starter comme ça, une boîte comme ça, ça vaut autour de 80 € de mémoire. Je mettrai les prix bien sûr dans la description. Et à côté de ça, vous pouvez avoir des blocs. À côté de ça, vous pouvez avoir des decks de cartes. C'est les mêmes cartes d'activation en fait que celles qu'on vous a montré pour les Anglais ou les pirates. Simplement c'est juste qu'il y a des logos dessus d'Amérindiens, mais après tout le reste c'est exactement la même chose, il n'y a pas du tout de différence. Voilà, c'est vraiment du fun, hein. Donc si vous avez un deck de pirates classique, vous pouvez jouer sans l'acheter, et je crois qu'un deck comme ça c'est autour de 10 €, un deck de cartes spécifiques de faction.
Voilà pour comment on conçoit une force dans ce jeu à Blood and Plunder. Voilà. Qu'est-ce que tu penses globalement de la qualité des livres? Écoute, comme on l'a dit, hein, c'est des livres de bonne qualité. C'est très immersif. Et en comprenant un peu l'anglais, c'est tellement bien agencé qu'on s'y retrouve facilement. Alors à propos de l'échelle, je vais vite fait ouvrir une boîte ici avec un indien. Ici vous êtes sur une figurine 28 mm de Firelock. Ici vous êtes sur une figurine de Black Scorpion miniature qui est 28-32, mais ça passe très très bien. Et ici vous êtes sur une figurine de Foundry qui est considérée comme étant du 25-28. Vous voyez, on est vraiment sur une toute petite échelle, c'est vraiment des toutes petites figurines. Si vous prenez des figurines par exemple de Mordheim, des kits de figurines de Mordheim pour les mettre dedans, ça va un peu dénoter, ça va être un peu plus gros, un peu plus costaud, enfin un peu moins joli. Honnêtement, c'est une échelle que j'aime beaucoup. Et après là, comme tu vois, ces figurines là moulées directement, c'est de la résine, hein. C'est de la résine. Je pensais que c'est du plastique, mais en fait c'est de la résine. Oui, c'est ce que j'hésitais aussi. Et il y a un petit peu de travail de nettoyage à faire sur les figurines résine, hein. Je vois, il y a plein de petits picots, etc. et tout dessus, mais c'est pas méchant, c'est comme toute figurine résine, voilà, il y a du boulot à faire. Bon bah c'est aussi ça le hobby, hein, c'est d'avoir un peu de patience. On n'est pas dans du fast-food, hein, dans du hobby, hein, sinon il faut jouer à des jeux de plateau et des figurines non peintes directement. Et voilà, bref, je stoppe ma digression et j'en reviens sur le bouquin. Donc le bouquin est assez bien fait. Si vous voulez un bouquin avec la mage, etc. dedans, avec une hardcover qui est plus jolie je trouve que cette couverture là, vous pouvez prendre ce bouquin là. Sinon vous pouvez très bien vous contenter encore une fois du bouquin qui est dans la boîte de base. Donc voilà pour cette petite revue, ce petit unboxing sans prétention sur la chaîne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais nous en tout cas on adore. Alors toi t'as pas encore testé le jeu, moi j'avais déjà des équipages donc j'ai pu tester un peu les règles, le jeu. Et j'ai hâte parce que j'ai jamais joué à un jeu où l'activation se fait par des cartes. Voilà, donc ça c'est vraiment le piment du jeu. Il y a vraiment 3 éléments qui font le piment, le sel du jeu. C'est les cartes d'activation avec ce main game qu'il va y avoir, le choix du commandant qui va permettre de débloquer certaines choses, et après bon forcément la manière dont vous allez agencer votre liste d'armées. N'ayez pas peur par rapport à la densité des règles du bouquin. Oui, c'est un bouquin qui est dense, oui c'est un bouquin qui est en anglais. Firelock cherche clairement aujourd'hui à élargir leur popularité, notamment au vieux monde, notamment en Europe. À l'heure actuelle il y a très peu de boutiques qui vendent du Blood and Plunder parce que ça vient des États-Unis, c'est compliqué à avoir, il y a les charges, les transports, etc. Et je crois que de connaissance, donc il y a Wayland et Fantasy World donc en Allemagne, Wayland en Angleterre. Il y a Black Dragon miniature ou Dragon miniature, je sais plus, en France qui le fait aussi. Mais il y a très peu de boutiques. Wayland, oui. Philibert a arrêté d'en faire, ou alors je crois qu'ils n'ont pas été rapprovisionnés. Donc voilà, c'est la complexité, c'est de pouvoir avoir de la camelote. Vous pouvez commander sur le site américain bien entendu, mais faites-le à plusieurs pour les charges, pour les frais de port, les charges pour se diviser un peu tout ça, parce que ça coûte quand même relativement cher de commander aux États-Unis. C'est vraiment le seul bas qui blesse à l'heure actuelle sur ce jeu, c'est vraiment se procurer du matos et le fait que ça soit qu'en anglais pour des Français qui ne parlent pas l'anglais. Mais j'en ai discuté avec les intéressés et donc sur le Discord et je pense qu'il y a possibilité très rapidement de faire des petites traductions. Tout le monde est assez ouvert chez eux de faire des petites traductions, notamment en fait des références sheet. Donc tout à la fin en fait vous avez des pages de références d'ailleurs qui sont téléchargeables sur le site et ça c'est très rapidement traduisible. Donc il y a possibilité en fonction de l'intérêt de la communauté. Si je vois par exemple que sur ces vidéos vous réagissez bien, qu'il y a du commentaire, que ça plaît, qu'il y a une bonne interaction, que les gens sont intéressés par ce jeu, je peux mettre au travail et proposer des éléments de traduction pour que vous puissiez vous mettre le pied à l'étrier assez rapidement, ou plutôt vous puissiez monter à bord très rapidement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile, que vous prendrez du plaisir à suivre nos aventures dans Blood and Plunder. En tout cas nous on a hâte, moi c'est un jeu qui me plaît vraiment. Depuis Warhammer Historical, donc Legend of the High Seas, je cherchais vraiment un jeu historique pirate qui me plaise, qui m'emmène et qui soit assez pointu, et là j'ai trouvé ce que je cherche. En tout cas j'espère que j'ai trouvé mon Graal en matière de jeu de piraterie. La
La fée clochette, je pense que tu vas être éclaté aussi, ça a l'air sympa. On va voir ça, hein. Ça a l'air en tout cas, ça donne envie. Donc ça c'est important, laissez-nous des commentaires et bien sûr si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous des likes, ça aussi c'est important. Abonnez-vous aussi si vous ne l'êtes pas. Bah voilà, rejoignez-nous dans l'aventure et pourquoi pas venir un jour au Centre Bi essayer ce jeu-là sur un week-end. Et puis en attendant, on vous dit à bientôt les hobbyistes.